Azul Flawan, bonjour. Ceux et celles qui nous regardent sur TQ5, c'est un débat, un an de guerre Russie-Ukraine, état des lieux, où est-ce qu'on est? Notre invité que vous avez eu l'habitude de voir de temps en temps à TQ5, et il va répondre à un certain nombre de nos questionnements concernant cette guerre. C'est quelqu'un qui, comme vous le savez, a de l'expérience, il a vécu 10 ans entre l'Ukraine et la Russie, maintenant il se trouve au Canada, professeur à Montréal. Donc, pour aller droit au but, notre invité, Dr Rachid Ben Haddadi, il va répondre aux questions, notamment, il va nous donner d'abord, de prime abord, une rétrospective, pardon, sur une année de guerre et quel est le traitement médiatique réservé à cette guerre, aussi bien du côté Moscou que du côté monde occidental ou ce qu'on appelle l'OTAN, plus particulièrement. Il va nous livrer aussi l'analyse des derniers discours des deux présidents russes et américains. Et de là, on va voir est-ce qu'on peut tirer des conclusions, comme par exemple un non-retour et perte de contrôle sur les événements, tout comme Dr Ben Haddadi va nous donner son point de vue sur l'attitude de la Chine par rapport à cette guerre et qu'en est-il de la guerre du nucléaire aussi qui est mise au devant de la scène et ainsi du Trinity New Start dont peu de gens connaissent un peu. Et puis l'énergie et la question de l'énergie, les sections occidentales contre la Russie Rachid Ben Haddad va nous éclairer. Est-ce qu'ils auront un effet sur la planète en général? Et puis aussi, on va revenir. C'est une question que Dr Ben Haddad a déjà abordée il y a une année sur TQ5 sur les fameux accords de Minsk et de gaz abordés, comme je l'ai dit auparavant. Donc, y a-t-il de nouveaux éléments par rapport à ces questions ou ces accords-là? Et enfin, peut-être, Rachid Ben Haddadi va aussi nous éclairer sur la guerre. Est-ce qu'elle va se poursuivre ou pas, d'après lui? Est-ce que la paix est encore possible? Quel est le prix à payer pour les belligérants, les divers belligérants? Toutes ces questions vous seront clarifiées. Ce sera la première partie de ce débat que Dr Ben Haddadi va nous livrer. Ensuite, il y aura une série d'interventions pour ceux qui participent à ce débat, vous-même, et on va fixer dès maintenant les règles de jeu. Vous pouvez intervenir de n'importe quelle façon que vous voulez, de façon audio simplement, sans vous voir, de façon audio et vidéo en vous voyant. Et pour ceux qui ne veulent pas intervenir des deux façons, il y a le chat aussi. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Moi, je les pose à Dr Ben Haddadi pour qu'il nous réponde. Et dans un premier temps, je dirais à Ben Haddadi, Dr Ben Haddadi, bonjour, Azouflay. Azul, bonjour Rachid, bonjour à tous nos amis, collègues, amis Facebook, qui soient en Algérie ou ici au Canada. Dr Ben Haddadi, pour mettre la table, comme on dit, ou briser la glace, faites-nous, s'il vous plaît, une rétrospective sur une année de guerre. Alors, en quelques phrases, donc cette guerre que les Russes appellent opération spéciale, donc elle a commencé une année et 3 jours déjà. L'avancée des Russes a été très très rapide, fulgurante même, puisqu'ils sont arrivés à Kiev au bout de quelques jours. Mais c'est déjà à ce niveau-là qu'ont commencé à apparaître les premiers ratés avec les fameuses colonnes de chars, les fameuses colonnes de chars que toutes les TV du monde entier ont montré. Euh, pour aller droit au but, en fait, il n'y a pas eu de grande bataille, si ce n'est peut-être celle de Mariupol. Ce que les gens ne savent probablement pas, Mariupol, c'est la troisième bataille parce qu'elle a été gagnée par les séparatistes en 2014 puis perdue, gagnée par le Azov, le bataillon Azov, et reprise donc les gens du Donbass, aidés par les Russes cette fois-ci, à cette troisième guerre. Dans le sud de l'Ukraine, en ce moment, la Russie occupe les régions de Kherson et Zaporozhye. Alors, Kherson et Zaporozhye, ce sont deux villes, mais ce sont deux villes que les Russes n'occupent pas. Ils occupent les régions de ces villes-là. Au nord, donc, les Russes se sont retirés dans la majeure partie du pays, en particulier Kharkiv, et ils occupent encore la plus grande partie du Donbass, mais ce n'est pas tout le Donbass qu'ils occupent.
Donc, en ce moment, et depuis plusieurs mois maintenant, offensive, contre-offensive, il y a un certain statu quo parce qu'il n'y a pas de percée majeure, on va dire, ces 3, 4 derniers mois. Juste peut-être un dernier commentaire par rapport à cette guerre que les Russes appellent opération spéciale. Moi, je pense que j'ai déjà dit ça chez vous, Rachid. Le nom d'opération spéciale, il me rappelle les événements d'Algérie. Hein. La guerre d'Algérie n'est devenue la guerre d'Algérie qu'après l'indépendance. Alors, l'opération spéciale russe, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'appeler par son vrai nom, qui est quand même la guerre. Tout à fait. En ce moment, Dr. Ben Haddadis, les tensions sont à leur apogée. Les discours du président russe Poutine et américain Joe Biden récents, chacun des deux ne parle que de victoire militaire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre le stade de non-retour ou de perdre le contrôle carrément sur les événements, d'après vous? Ben, chacun montre ses muscles, hein. Donc c'est la surenchère, la radicalisation des positions, quasiment un dialogue de sourds et montée des enchères, si tu veux. Brièvement, peut-être une ou deux phrases pour chacun des trois belligérants, si tu veux. Les Russes, eux, ils parlent de survie, de guerre existentielle sur leur terre historique. L'Occident, lui, il livre désormais des armes en quantité et en qualité, sans retenue. Ils disent même qu'il n'y a plus de tabou, peut-être qu'ils vont livrer même des avions et des missiles longue portée. L'Ukraine parle de récupérer quasiment tout le territoire. Il spécifie même incluant la Crimée. Donc, les trois sont enfermés chacun dans son narratif de victoire. Et sur les trois narratifs, il y en a un seul qui, pour moi, est très clair. C'est celui de l'Ukraine. L'Ukraine, il parle de récupérer l'intégralité de ce qu'il considère être faisant partie de l'Ukraine. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire et d'écrire que pour moi, la Crimée ne fait pas partie de l'Ukraine. Le narratif de la Russie, il parle de terres historiques. Ça aussi, je ne sais pas ce que c'est que les terres historiques, pourtant je suis un féru de l'histoire, mais je sais que la Crimée appartient à la Russie. Peut-être qu'il y a une marge de négociation à ce niveau-là. L'Occident, lui, dans son narratif de victoire, il ne définit pas ce que c'est que la victoire. Donc, est-ce que le statu quo actuel, par exemple, est une victoire? Je ne sais rien. Personne ne peut ou n'ose le dire. Mon opinion à moi est que tous sont en train de construire un rapport de force pour peut-être négocier à un moment donné, parce que la négociation va s'imposer. Mais on ne sait pas quand est-ce que cette négociation va commencer. Euh, Dr. Ben Haddadi, il y a cette question du nucléaire qui est au devant de la scène et le président russe vient de déclarer clairement que son pays a gelé sa participation du traité qu'on appelle New START. Peux-tu nous résumer c'est quoi ce traité exactement et les implications de la sortie de la Russie de ce traité? Très bien. Peut-être que je vais faire une très très brève rétrospective un peu de la situation du nucléaire dans le monde où une bonne partie des institutions nous disent qu'il y a autour de 13 000, un peu moins de 13 000 ogives nucléaires de par le monde. Alors sur ces 13 000, 6 000 sont en Russie et 5 500 à peu près aux États-Unis. Je résume un peu les chiffres. Hein. Ce qui nous donne que les États-Unis plus la Russie, c'est 90% des ogives totales dans le monde. Le 10% restant, donc, il se répartit entre les 7 autres pays que sont la Chine, troisième position, avec 350. L'Allemagne, pas l'Allemagne, mais la France plus la Grande-Bretagne, à eux deux, ils sont dans les 500. Le Pakistan et l'Inde, 160 chacun et les 110 ou 120 qui restent, donc ça se répartit entre Israël et la Corée.
Pourquoi je donne ces chiffres? Parce qu'on voit clairement hein, que les États-Unis et la Russie, ils sont dans une division à part. Donc, moi, dans mon lexique à moi, dans le vôtre aussi, on peut les appeler division à part ou première division. Tout ça pour dire que il n'y a pas de deuxième division, il me semble, parce que l'écart est abyssal entre ce que détient la Russie et les États-Unis par rapport aux autres pays. Donc, dans mon esprit à moi, les autres pays, c'est division 3, si vous voulez, division 4, division 5, à cause de ce gigantesque différence. Si vous prenez par exemple un pays qu'on connaît assez bien comme la France, c'est 290. 290 par rapport à 600, c'est 5%. La France ne représente que 5% du nucléaire dans le monde. Les experts, quand ils interviennent dans les différentes TV, il faudrait qu'ils aient ça à l'esprit avant de dire aux Russes, on va vous écraser. Vous ne pouvez pas dire on va vous écraser si vous représentez juste 5% du potentiel de cet adversaire-là. Là, maintenant, pour revenir un peu à ta question, les armes nucléaires, en fait, les experts les subdivisent en deux catégories. Les stratégiques, qui sont généralement intercontinentales, et les non stratégiques, c'est les armes tactiques. Alors, l'accord Russie-Ukraine dont on parle, c'est un accord qui plafonne les ogives nucléaires, justement, qui sont déployées et qui sont de type stratégique. Il y en a 3 types. Ce sont les missiles intercontinentaux, ce sont également les missiles qui peuvent être lancés à partir des sous-marins et les bombardiers qu'on appelle les bombardiers lourds parce qu'ils sont en mesure de transporter des ogives. Donc, moi, je pense que dans le contexte de guerre actuelle, on va dire en Ukraine, ces armes ne sont pas un paramètre fondamental, même si le gel russe est là, mais ce n'est pas une mesure majeure. Ce qui me semble majeur, moi, c'est la question sur les armes stratégiques. Je voudrais en profiter pour vous parler des armes tactiques. C'est quoi les armes tactiques qui sont encore plus faciles à comprendre? C'est les fameuses bombes atomiques, bombes d'hydrogène, et qui existent en plusieurs milliers. Et ces bombes-là, généralement, ont des puissances de 1 à 150 kilotonnes. Ça vous dit peut-être rien à 1 à 150, mais 1, c'est 15 fois moins que Hiroshima. 150, c'est 10 fois plus que Hiroshima. Probablement qu'elles existent aussi dans d'autres proportions. Pourquoi dans le contexte actuel, ces armes tactiques sont importantes? C'est parce qu'elles peuvent être déployées dans une optique tactique, donc pour gagner une bataille, détruire, je ne sais pas, une colonne de chars, une concentration de troupes, frapper un quartier général, une base arrière et j'en passe. Et ici, c'est important que les gens qui s'intéressent à la question regardent un peu qu'est-ce que dit la doctrine militaire russe. Elle prévoit la possibilité justement de recourir à des frappes nucléaires si les territoires russes ou ce qu'ils considèrent comme étant russes sont attaqués. Là, je n'ai pas le droit d'utiliser mes mots. Je vais vous lire exactement tel que rédigé dans un document qui a été rendu public par les Russes, pas récemment, 3 années en arrière, qui parle c'est quoi leur doctrine. La doctrine, elle parle d'escalade pour une désescalade. Et elle consiste à faire usage en premier d'une arme nucléaire à faible puissance pour reprendre l'avantage en cas de conflit conventionnel avec les Occidentaux. C'est écrit noir sur blanc, c'est un document que je viens de vous lire, et ça fait partie donc de la doctrine nucléaire russe adoptée et rendue publique 3 années en arrière. Donc voilà un peu l'enjeu. Moi, je le vois plus au niveau des armes tactiques en termes nucléaires que des armes stratégiques en tant que telles.
Très bien, très bien. Docteur Ben Haddadi, ça serait bien si on parle maintenant des médias, donc le traitement médiatique de cette guerre. Tout d'abord, la majorité des médias s'accordent pour dire que l'Ukraine a gagné la guerre de l'image. À l'opposé, les Russes sont présentés comme des méchants. Es-tu en accord avec cela? Ça, c'est le premier volet de ma question. Deuxième volet. Est-ce que dans l'ensemble, les médias ont un parti pris? Euh, Deux pour un, Rachid, comme on dit. Ouais. Euh, Première partie, là où on présente les vaillants Ukrainiens, courageux, résilients. Moi, je suis 110% d'accord avec tout ça. Je connais bien l'Ukraine, je connais les Ukrainiens, et ils méritent amplement tous ces qualificatifs qui leur sont octroyés. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on nous présente toujours les Russes sous l'image de méchants Russes qui bombardent les hôpitaux, les écoles. On démonise même la population auquel on fait le reproche pourquoi ils appuient leurs gouvernants. Donc, et malheureusement, au Canada, parce qu'on est au Canada, euh, on ne présente plus des informations, mais plutôt de la mobilisation, pour ne pas dire de la propagande tout simplement, parce qu'il y a un niveau d'indigence au niveau de l'argumentation qui dépasse tout entendement. Tout, tout ça pour dire que je suis personnellement, là encore une fois, 110% en désaccord avec ses propos, avec ses mots, et je ne peux pas me lasser d'exprimer ma réprobation parce que les Russes sont également tout aussi vaillants que les Ukrainiens. Et je l'ai déjà écrit par le passé et dit également que les Russes, tout comme les Ukrainiens, ce sont deux peuples valeureux, résilients, tous les bons qualificatifs du monde. C'est ensemble qu'ils ont vaincu l'Allemagne hitlérienne, la France napoléonienne. Ils étaient ensemble. Ensemble aussi, ils ont vaincu les Turcs, ils ont vaincu les Scandinaves aussi. Et aujourd'hui, il se dessine clairement qu'il n'y a plus de communauté d'intérêt, de destin entre ces deux peuples, mais ça ne nous donne pas le droit d'augmenter la valeur de l'un au détriment de l'autre. Je ne peux pas accepter. Les deux drapeaux que vous voyez derrière moi, je suis confortable avec les deux, hyper confortable avec les deux. On n'a pas à diaboliser l'un pour valoriser l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui a des... Vous voulez valoriser, vous pouvez le valoriser, mais vous n'avez pas à le faire au détriment d'autres. Très bien. Effectivement, vous voyez bien derrière Dr. Ben Haddadi, il y a deux drapeaux, celui de l'Ukraine et de la Russie. Ceci dit, ces derniers jours, les officiels occidentaux, y compris les présidents, des présidents ne parlent que de vaincre les Russes. Est-ce un matraquage médiatique ou sinon deviennent leurs certitudes, Dr. Ben Haddadi? Ben, je pense on est aujourd'hui rendu dans la politique spectacle. Là, si vous prenez encore une fois un pays que nous connaissons tous très bien, la France, je pense que le général de Gaulle retournerait dans sa tombe si jamais il apprenait qu'un de ses successeurs a appelé le président russe, lui a parlé au téléphone, puis a parlé avec les médias pour leur dire qu'est-ce qu'il lui a dit au téléphone. Ça n'a aucun bon sens. Ce qui n'a aucun bon sens aussi, c'est de dire on va vous battre, mais on ne va pas vous humilier. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous représentez 5% de mon potentiel, vous ne pouvez pas me dire je vais vous battre et je vais vous humilier, sachant que tout simplement, vous représentez 5% de mon potentiel. Je peux. Il y a un écho. S'il vous plaît, bon, ne me forcez pas à forcer moi-même le mute, mais à chaque fois, essayez avant de rentrer, essayez de me mettre en mute, non, d'éteindre vos micros, comme ça va pas perturber. Je viens de le faire, par exemple, celui qui vient de rentrer. Vas-y, Dr. Mnahadadi, je m'excuse, hein. C'est correct. Donc, pour une dernière phrase par rapport à ça, donc on vient d'évoquer les présidents. Alors, dans les plateaux télévision, c'est tout simplement du délire. Je pense qu'une bonne partie des gens qu'ils convient, ils ont la tête dans le sable et puis on continue la tête dans le sable.
il va falloir à un moment donné remettre la tête dans l'endroit, comme on dit, à l'endroit. Justement, en parlant toutes ces craintes-là, et Ben Haddadi, vous le savez autant que moi, il y a un grand chanteur kabyle dont on vient de commémorer le 40e à 80 depuis sa mort, Slimane Azim, vers la fin des années 60. Il a des Zikanos américains, qui auraient des Chinois. À l'époque, on vivait la crainte des Russes et des Américains. Maintenant, il y a un troisième acteur qui est rentré en jeu, c'est la Chine. Donc, ma question, c'est que les États-Unis ont prévenu la Chine de ne pas fournir des armes à la Russie. Quelle est votre lecture de cet avertissement? Euh, quand j'ai vu ça, on va dire 2 semaines en arrière, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de regarder les pays exportateurs d'armes. Mhm. Donc la Russie, c'est le deuxième exportateur d'armes dans le monde pour 2021. Il n'y avait pas de guerre. Ils ont exporté pour 61 milliards de dollars. Et c'est qui les principaux clients de la Russie? C'est la Chine et l'Inde. Donc, Mhm. donc, ça répond peut-être partiellement à une question. Je ne pense pas que le niveau d'armement de la Chine est supérieur à celui de la Russie. Par contre, ça se peut qu'ils puissent les aider parce qu'il y a une mobilisation. Il peut y en avoir d'autres aussi en Russie. Une mobilisation pour la guerre. Ça se peut que les Chinois fournissent, je ne sais pas, des bottes, là, des ceintures, des ceintures de sécurité, des équipements, mais les armes, j'en suis moins sûr, même si beaucoup de médias parlent d'armes sophistiquées, de drones. Je ne pense pas que la Russie a besoin de ces armes chinoises. Mais entendons-nous, la Chine aide beaucoup la Russie. Ça, on ne le dit peut-être pas suffisamment. Euh, L'énergie, là, essentiellement, surtout le pétrole, hein, le gaz, mais un peu moins, le pétrole et le gaz que l'Europe n'achète plus, la Russie n'a aucun problème pour l'instant à le commercialiser. La Chine, l'Inde, le Pakistan ont augmenté de façon très, très importante le niveau de leur importation. Et c'est cette aide-là qui aide le plus les Russes. Ils ont besoin de financer la guerre et ils la financent. Et l'Europe contribue dans ce financement parce que l'Europe rachète ensuite à l'Inde. Il y a un microphone. Il y a Kahina, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre en mute? C'est bon, je viens de le mettre. C'est bon. Vas-y. Donc, je disais, en fait, moi, je vais répondre globalement pour les pays du BRICS. Hein, donc, ça inclut la Chine, bien sûr. Ben, ils sont en train d'aider la Russie parce qu'ils lui offrent les débouchés dont la Russie a besoin. Donc, ces pays-là contribuent de façon significative à détourner les sanctions. Les Chinois sont très intelligents. Il y a 2, 3 jours, j'ai regardé comme vous tous là, les propos du ministre chinois des Affaires étrangères qui a dit que leur partenariat avec les Russes, il est dirigé contre personne. Mais il n'est pas soumis également à l'ingérence des autres parties. Hein. Les Chinois assument clairement que oui, ils ont un partenariat privilégié avec les Russes et ils ne comptent pas y revenir là-dessus. Et à mon sens aussi, peut-être l'autre paramètre important que je vais essayer de résumer en une seule phrase, c'est que l'hégémonie du monde occidental, hein, notre monde à nous, euh, surtout avec son double standard, hein, il est tout simplement refusé, il n'est plus accepté par le reste du monde, d'où la non-solidarité des pays émergents avec l'Ukraine, avec l'Occident, parce que pour eux, ils auraient pu peut-être être plus solidaires de l'Ukraine si l'Occident était moins présent. Docteur Ben Haddadi, il me reste juste quelques questions à poser. Je renouvelle mon invitation à ceux qui sont présents parmi nous maintenant de préparer leurs questions, que ce soit de façon visuelle, de façon audio, ou sinon par chat aussi, par écrit, donc pour pouvoir les lire. Donc, j'aimerais bien finir avec quelques questions qui nous tiennent à cœur, Docteur Ben Haddadi, dans la question de l'économie et de l'énergie. Vous savez bien que la guerre actuelle en Ukraine a deux particularités qui sont liées et qui intriguent le monde entier, qui nous intriguent tous, c'est l'énergie et les sanctions
occidentale contre la Russie. Donc, commençons avec l'énergie. Je rappelle que tu as fait une émission l'année passée sur TQ5, c'était la deuxième, récemment, ça fait pas longtemps, récemment, et j'invite les uns et les autres à la voir absolument. Hein. C'est un très bon débat qu'il y a eu sur TQ5, que je vous invite à le voir sur YouTube. Ma question concerne les nouveaux développements en lien avec l'énergie, justement. C'est quoi votre réponse par rapport à cette question d'énergie? Si on regarde un peu la situation actuelle, c'est sûr qu'il y a une certaine stabilisation hein, du marché de l'énergie, mais avec des prix à la hausse par rapport à ce qu'ils étaient, une hausse substantielle par rapport à ce qu'ils étaient avant le début de la guerre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vieil axiome qui dit que la nature a horreur du vide, on le voit parfaitement ici puisque l'Europe est allée chercher son énergie ailleurs et la Russie a vendu tout simplement son énergie ailleurs. Et ce que peut-être le monde sait moins, c'est que c'est un atout stratégique important pour l'Asie qui a désormais accès à plus d'énergie, donc à un prix plus réduit. Donc, le prix globalement de l'augmentation de l'énergie, c'est plus l'Europe qui va le subir. Et l'Europe va le subir. Si on regarde par exemple l'aspect gaz, ce que les gens ne savent peut-être pas suffisamment, c'est que ce n'est pas fini encore. Je m'explique. C'est que si vous prenez le gazoduc là, Nord Stream 1, Nord Stream 1, c'est quand même 55 milliards de mètres cubes de gaz par année. Et il a fonctionné à plein régime jusqu'à sa destruction, fin septembre hein, de l'année passée. Ça veut dire que les Européens, ils ont quand même eu le temps de remplir à 100% leur capacité. Et donc, de plus, on a un hiver relativement clément. Et entre-temps, c'est sûr que la Norvège a augmenté ses exportations, mais la Norvège exporte moins du tiers de ce que fait la Russie. De ce fait, c'est sûr que l'hiver 2023-2024, la question du gaz pour l'Europe est encore loin d'être réglée. Je viens de parler de Nord Stream. Ça aussi, c'est une donnée nouvelle. Hein. Il y a un journaliste très, très connu aux États-Unis qui s'appelle Seymour, qui a révélé dernièrement que c'est la US Navy donc c'est la marine américaine qui est derrière les explosions. Une chose est certaine, ce journaliste, malgré son âge avancé, il est crédible. C'est lui qui J'ai fait un post sur ça parce que j'ai été chercher de la bibliographie de Seymour. J'avais entendu parler de lui bien avant. Et là, qu'est-ce que ça nous dit, sa bibliographie? C'est lui qui a été derrière la révélation des crimes de Miley. Miley, c'est fin des années 60, des massacres de Vietnamiens par l'armée des États-Unis. C'est également lui qui a révélé le Abu Ghraib, donc une image qui est restée peut-être dans l'imaginaire de tout un chacun. Ce sont des prisonniers attachés et je me passerai des autres détails, qui ont subi des sévices, pas juste moraux, physiques, sexuels, et j'en passe. C'est ce journaliste-là, c'est dire que le journaliste, photo à l'appui, il est crédible. En tout cas, il est beaucoup plus crédible que ceux qui remettent en cause sa crédibilité. Et moi, honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai essayé de comprendre quelle est la logique derrière cet acte terroriste, hein, parce que c'en est un des États-Unis, parce que c'est vrai, tout le monde dit oui, ils veulent vendre leur gaz, c'est vrai, mais les gaz de schiste, ce ne sont pas des réserves astronomiques. Ils en ont encore, c'est une bulle qui est là, qui va être là encore 10 ans, 15 ans, et puis c'est fini. Mais les Américains, c'est quand même des visionnaires par rapport aux Européens. Ils privilégient toujours les actions de long terme. Et la seule explication qui me semble tient très bien la route, c'est que les Américains veulent absolument couper les ponts, pour ne pas dire le lien ombilical qui réunit la Russie avec l'Europe. Et même en disant cela, j'ai des doutes parce qu'ils vont séparer la Russie de l'Europe. La Russie va tomber dans les bras de la Chine.
Et les Américains ne cachent pas que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est affaiblir la Russie. Ils ne cachent pas que leur ennemi, c'est la Chine, et ils agissent en conséquence. Alors, toutes ces cohérences et incohérences-là, ben, elles sont là, et il revient à tout un chacun d'avoir son opinion là-dessus. La mienne n'est pas encore totalement faite, mais que ce soit les Américains qui l'aient fait, ça ne m'aurait pas étonné, mais j'aurais ajouté, ils ont fait ça avec une vision de moyen terme et de court terme, pas de long terme, parce que ça ne les arrange pas de détruire la Russie ou de l'affaiblir totalement, là. Justement, par rapport à la Chine, et je viens de recevoir parmi les questions que je viens de recevoir sur le chat, il y a une question par rapport au plan de paix de Chine, mais je préfère peut-être attendre jusqu'à ce On que a fait le tour, ouais. oui, je finisse de faire le tour de mes questions. Mes curiosités, plus particulièrement, maintenant, on va parler des sanctions contre la Russie. L'Europe est rendue maintenant, si je me trompe pas, au 9e train de sanctions, mais on ne voit pas, Rachid, d'impact significatif sur la Russie. Au contraire, on dirait que les indices économiques de la Russie vont croissant, contrairement même à certains pays développés. Peut-on nous dire c'est quoi la recette magique qui fait que ces sanctions n'ont pas eu d'impact jusqu'ici sur la Russie? Ces chiffres-là, moi, je les ai vus quand ils ont été produits par les Russes. Et comme on dit, bah, c'est les Russes qui les ont produits, donc ils les ont manipulés. À quelques dixièmes après la virgule près, je retrouve les mêmes chiffres produits par le FMI, le Fonds monétaire international, qui a dit que le PIB, donc le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est la meilleure façon de mesurer la richesse d'un pays, il ne s'est rétracté que de 2%, alors que les analystes, ça varie entre 20 et 30%, et 10% de moins, c'est sûr que c'est inattendu pour la majorité du monde. De plus, le même FMI, il prédit, ça c'est pour 2002, hein, pardon, 2022, 2023, ils prédisent une croissance de 0,3%. Même 2024, l'année prochaine, 2,1%. C'est un peu, comme on dit, ajouter l'insulte à l'injure, parce que bah, c'est aux antipodes un peu de ce que veut ce que veulent ces trains de sanctions qui ont été promulgués. Moi, pour répondre à ta question, je vois essentiellement deux raisons fondamentales. Appelons-la, si tu veux, réussite russe ou bien échec de l'Occident. Le premier, c'est les mesures que la Russie elle-même a prises. Donc, premier réflexe qu'ils ont eu, ils ont augmenté quasi systématiquement les taux d'intérêt à des niveaux très élevés. Ils ont obligé les entreprises russes qui commercent avec l'extérieur de faire de sorte à ce que la grande partie de leurs ressources soit convertie en roubles, ce qui a maintenu à un niveau élevé la valeur de leur monnaie. Puis la civilité des citoyens. Malgré la guerre, les citoyens russes ne se sont pas précipités pour retirer leur économie, leur argent. Et les Russes qui ont été privés du système international SWIFT, ils ont créé le leur. Donc voici l'une des deux raisons fondamentales. La deuxième, je l'ai déjà abordée tout à l'heure, c'est le soutien des BRICS, puisque les sanctions sont détournées, les sanctions n'ont aucun effet. Quand je dis les BRICS, ce n'est pas juste les BRICS, hein. Vous prenez un pays comme la Turquie a totalement à côté, ne fait pas partie des pays qui ont sanctionné la Russie, bien au contraire, ils ont multiplié par je ne sais plus quel chiffre leurs importations de produits pétroliers. Donc, cerise sur le gâteau, là encore une fois, c'est des chiffres qui sont récents. L'excédent commercial russe n'a jamais été aussi élevé que cette année pour 2002. Hein, je parle de 2002. Plus de 103 milliards de dollars d'excédent. Donc, c'est une cagnotte pour eux pour continuer la guerre. Ils ont baissé les quantités d'hydrocarbures qu'ils ont vendus, mais eu égard au prix qui a explosé, même si les quantités ont baissé, ben, ils ont gagné plus d'argent. Rachid, dans tes précédentes interventions sur TQ5 et que tout le monde salue, point même, on a reçu beaucoup de commentaires disant que ce genre d'intervention, on ne les voit que sur TQ5, pas ailleurs, parce que c'est sulfureux au fait de
votre présence en Russie, en Ukraine, comme je l'ai dit au début, presque, si ce n'est plus, d'une décennie, plus autant, ce n'est quelques décennies en Occident. Vous avez vécu aussi en Algérie. Donc, c'est l'ensemble de vos expériences qui vous font dire vos analyses qui sont très pertinentes. Tu as parlé déjà dans la toute première émission que nous avons fait sur les accords de Minsk et de gaz aussi. Donc, ma question, est-ce que tu as de nouveaux éléments de réflexion sur ces questions? Ouais, j'aime cette question, Rachid, parce que les accords de Minsk, honnêtement, moi j'y croyais. La première mission qu'on a faite ensemble, il n'y avait pas encore la guerre. Et je me suis attardé beaucoup sur ces accords de Minsk. J'ai essayé de résumer. C'est des accords en 12 ou 13 points, je ne me rappelle plus, mais 2 points essentiels qui auraient pu éviter la guerre. L'Ukraine aurait pu reprendre le contrôle de l'intégralité de ses frontières avec la Russie, que contrôlaient les séparatistes, si jamais ils avaient mis en application les accords de Minsk qui stipulaient qu'ils devaient se décentraliser, donc donner plus de pouvoir aux régions, en particulier la région du Donbass. Malheureusement, on n'est pas allé dans cette direction. Et puis, la nouvelle maintenant qui est là et qui n'était pas avant, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Que par la bouche donc des parrains de cet accord, le président français et la chancelière allemande, que ces accords ont été signés uniquement pour gagner du temps, pour donner le temps à l'armée ukrainienne de se perfectionner, de s'améliorer pour aller de nouveau se battre au niveau du Donbass contre les séparatistes. Et, et ici, je voudrais partager un propos que j'ai entendu et qu'il y avait un mot qui m'a intrigué. Moi, je ne le comprenais pas, ce mot. Je vais vous le dire lequel, parce que comme je ne comprenais pas ce mot, et comme ce mot a été dit par une diplomate, donc diplomate plus femme, et les femmes ne sont pas grossières, moi, dans mon esprit, c'est un mot grossier qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été chercher sur le petit Robert Larousse, que veut dire couillonner. Alors, euh, et là, le petit Robert nous apprend que les synonymes, je vais aller les chercher, berner, duper, induire en erreur, piéger, tromper, rouler dans la farine, et j'en passe. Donc les Russes ont été roulés dans la farine. Les Russes et les séparatistes du Donbass ont été roulés dans la farine. Mais cela montre peut-être qu'eux, ils étaient de bonne foi par rapport par rapport aux Occidentaux, parce que c'est eux qui ont révélé ça. Donc, ils étaient de mauvaise foi, donc ils étaient fourbes, malhonnêtes, hypocrites, pas d'éthique. Alors, euh, moi, je pense que ces révélations qui ont été faites par les 2 parrains du processus de Minsk, elles apportent de l'eau au moulin de ceux qui, comme moi, pensent que ce n'était pas dans les plans initiaux de la Russie d'attaquer l'Ukraine, que l'attaque a été précipitée et non planifiée stratégiquement. Peut-être même les errements là au départ des chars, des colonnes de chars à l'entrée de Kiev. Pour moi, aujourd'hui, il y a un argument supplémentaire qui montre qu'ils n'étaient pas prêts à aller de l'avant et que cette guerre a commencé prématurément parce qu'il y avait peut-être d'autres événements qui allaient se produire. Très bien, professeur Haddadi. Je vais finir mes questions avec toute dernière pour ne pas monopoliser cette séance de questionnement. Euh, je l'ai résumé sous forme de 3 volets pour ne pas poser 3 autres questions. Donc, au fait, nous sommes donc au premier anniversaire de cette guerre. Ce qui revient vient à l'esprit de tout le monde. Tout le monde se pose ce genre de questions. Même il y en a certains dans le chat, j'ai vu qu'ils ont posé ce genre de questions. La guerre, c'est pour combien de temps encore? Un. De deux, la guerre est-elle encore possible? Et enfin, quel est le prix à payer pour les belligérants, les différents belligérants? Ouais. En tout cas, une chose est certaine, dans ma tête à moi, il y a beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes.
la certitude que je souhaite partager avec vous, et elle est basée essentiellement sur le fait que j'ai vécu dans cette région-là du Donbass et que je m'y intéresse depuis très longtemps. Je n'ai pas découvert ça avec la guerre actuelle. Et qu'une chose est certaine, le divorce de l'Ukraine avec le Donbass, il est consommé. Si tu reviens à la toute première émission que nous avons faite ensemble, Rachid, avant le début de la guerre, j'ai dit quelque chose qui ressemble à ceci. Si la guerre se déclenche, l'Ukraine perdra le Donbass parce que la population est russe, russophone, russophile, qui du jour au lendemain, on les oblige à renier tous ces paramètres-là. Donc, dans mon esprit, c'est clair que la population de cette région-là ne retournera jamais dans le giron de Kiev, même si la Russie l'y oblige. Ça, c'est une certitude. L'autre certitude, c'est que, ça, je vais peut-être aller plus dans le volet stratégie, c'est qu'un ours, on ne doit jamais le blesser. Et quel est l'animal qui caractérise les Russes? Ben, c'est l'ours. L'ancien président russe, il s'appelait Medvedev. Medved, c'est le russe en langue russe. Et comme je viens de le dire, on ne doit jamais blesser un Medved, un ours, parce que si vous le blessez, il va se relever, il va vous tuer. Et tout à l'heure, moi, ce n'est pas innocent que j'ai expliqué c'est quoi la doctrine nucléaire russe. Elle est sans équivoque que oui, s'ils sont obligés, ben, ils vont recourir à l'arme nucléaire tactique. Et les gens ne pourront pas dire on ne le savait pas, ils le savent à l'avance. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a, je ne sais pas, 20 fois plus ou 30 fois plus d'armes que toi, je vais te battre sur un territoire qui est proche de toi et moi je viens, je ne sais pas de combien de milliers de kilomètres. Alors pour finir peut-être sur une note davantage positive, c'est que si on veut peut-être mettre fin à cette guerre, la seule façon de le faire, c'est de considérer comment on peut concilier les victoires de la Russie et de l'Occident. Les deux parlent de victoire. Et la réponse, elle est pas chez moi, elle est à Moscou et à Washington, dans aucun autre endroit au monde. Je pense que vous avez donné l'élément de réponse par rapport à une question qui nous a été posée sur le chat. Donc, qui est comment imaginez-vous la fin du conflit? Donc, celui qui l'a posé, il a préféré l'anonymat. Donc, est-ce que vous pouvez répondre ou rajouter quelques éléments de réponse par rapport à cette question, Dadi? Ben, quand on regarde l'Occident, c'est sûr qu'il est dominé par les États-Unis. Mais je pense que les États-Unis, dès le départ, ils ont montré clairement tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas l'anéantissement de la Russie, c'est l'affaiblissement. Ils l'écrivent. Hein. Ils ont quand même ce mérite, les Américains, de mettre noir sur blanc leur politique. Ils veulent affaiblir la Russie et ils vont s'atteler à l'affaiblir. Et la Russie, ils ont dit clairement que oui, ils vont utiliser toutes leurs ressources pour se battre. Mhm. J'aimerais de poser quelques questions. Dans la première, c'est comme je l'ai dit au début, c'est par rapport à la Chine. Il vous pose la question, pouvez-vous nous éclairer ou nous parler du plan de paix chinois? Ouais, je l'ai regardé, honnêtement, j'y ai pas pensé, mais je l'ai lu, je l'ai regardé, parce que moi, ce genre de questions, il m'arrive souvent tout seul d'essayer d'avoir des réflexions, des lectures. J'ai pas lu grand-chose, mais j'ai vu les grands titres de ce plan. Mhm. Euh, en deux phrases, c'est un plan qui ménage le chou et la chèvre. Ça, c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. Mhm. Euh, j'ai pas une certitude, mais j'ai la conviction que la Chine, ce qui l'arrangerait le plus, c'est que personne ne gagne, personne ne perd. Donc, si personne ne gagne, personne ne perd, le gagnant, c'est la Chine parce que le marché, les marchés, ils veulent que l'économie mondiale roule. Donc, c'est clair qu'il faut que la guerre cesse pour que l'économie reprenne et pour que les Chinois en bénéficient beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est quand même le pays qui a énormément bénéficié donc
de la conjoncture économique mondiale. Ils sont l'usine du monde et pour eux, c'est important que leur usine continue à tourner. Mais les Chinois, ils sont quand même des visionnaires aussi. Ils savent très bien qu'ils sont dans la ligne de mire des États-Unis. Qu'ils envahissent Taïwan ou pas, moi je pense que les États-Unis vont trouver un autre prétexte pour se brouiller avec la Chine. Peut-être qu'il y en aura un autre, c'est pas Taïwan, c'est un autre. Parce que la politique belliqueuse des États-Unis, elle est là, elle est réelle, on la voit pour ceux qui s'intéressent à ça depuis très longtemps. Ils ont toujours été belliqueux et ils le demeurent encore. Les Chinois, tout à l'heure, quand je vous ai tracé la carte mondiale du nucléaire, j'ai dit la Chine est la troisième puissance nucléaire dans le monde, ils ont 350 ogives. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, il y a première division, puis les autres, troisième et quatrième division. Mais la deuxième division, ce sera la Chine d'ici quelques années. C'est un pays dont la croissance, y compris des armes nucléaires stratégiques, est phénoménale. Je ne sais pas, on va dire dans une décennie, ça va être une puissance qui va compter réellement. Je parle des armes nucléaires. En termes d'économie, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent savent ce que c'est que le PIB PPA. Le PIB PPA en une phrase, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut pour mesurer la richesse. Et le PPA, c'est la parité du pouvoir d'achat. La parité du pouvoir d'achat aussi, je suis capable de l'expliquer en une phrase. Si vous gagnez, par exemple, 100 dollars et qu'une baguette de pain, ça coûte 5 dollars chez vous, c'est ce que ça coûte à Montréal, mais 1 dollar à Pékin, donc le 100 dollars au Canada, ce n'est pas l'équivalent du 100 dollars en Chine. Donc, si on introduit ce paramètre correctif, la Chine est déjà et de loin la première puissance économique dans le monde. Et la différence d'année en année à se raffermer avec les États-Unis. Et les États-Unis, je les vois mal accepter de devenir numéro 2 mondial dans l'économie, parce que s'ils sont numéro 2 dans l'économie, le militaire, il va suivre aussi. On va dire dans 20-30 ans, ils seront également numéro 2. Donc tout ça, les Chinois l'intègrent dans leur calcul. L'autre certitude chez moi, c'est que ce plan de paix, même s'il était davantage pro-Ukraine, je pense que les États-Unis le verraient d'un mauvais œil. Ils verraient mal un conflit majeur qui soit résolu par la Chine. C'est inacceptable. Alors qu'eux, ils sont... bon, les Occidentaux disent qu'on n'est pas des belligérants, mais en fait, ils le sont de facto en fournissant des armes pour se battre contre la Russie. Donc, le jeu chinois, il est là. Beaucoup pensent à un axe Moscou-Pékin. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est pas que je suis réticent, mais on ne doit pas oublier, la Chine et la Russie se sont livrés une grande guerre en 1968-69. Donc, et la Russie, c'est quand même un pays à cheval entre deux continents. Et ils veulent le rester. Sauf que les Européens sont en train de commettre une bêtise en les repoussant vers l'Asie. Ils vont y aller vers l'Asie, mais c'est au détriment de l'Europe. De toute façon, l'Europe en tant que telle n'existe pas. Donc, elle existe. J'ai écrit un article, ce serait pertinent pour les gens qui s'intéressent de le lire. Il s'appelle l'Europe otanisée. C'est dans ADN Med. J'explique que l'Europe, tout simplement, c'est devenu l'OTAN et donc quasiment n'a pas sa raison d'être parce que l'OTAN, c'est un instrument au service des États-Unis. Ça, tout le monde le sait. Eh bien, vous l'avez dit, Dr. Ben Haddadi, donc moi aussi, je vous le recommande, cet article il a écrit dans le journal en ADN Med. ligne, très respecté. ADN Med, c'est Afrique du Nord, méditerranée.com, adn-med.com. Je vous l'invite à le lire, c'est facile à trouver. Avant de passer à un deuxième volet de la question posée par Amrid, je renouvelle encore pour ceux qui veulent poser la question de façon visuelle et ou audio, ils peuvent lever leur doigt, la main plutôt logiciel, avec en bas vous voyez vos réactions. Comme ça, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse poser la question verbalement. Sinon, Mrid, il nous revient sur notre point, Dr. Ben Haddadi, c'est que il a dit en ce qui concerne la destruction du Nord Stream, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'affaiblir l'Allemagne?
Oui, je vais répondre à cette question. J'aime cette question. Je n'y ai pas pensé à cette question, mais je l'aime cette question. Juste, je viens de lire un commentaire, celui qui est anonyme. Il dit que c'est pas un anonyme, c'est Slimane. Un Slimane, c'est un ami de plusieurs décennies. Je vous ai dit tout à l'heure, collègue, un professeur à l'USTHP. Donc, on se voit en plus OK. régulièrement. Et on s'est rencontrés à Montréal aussi. Il est venu plus d'une fois, je pense, à Montréal. Salut Euh, Slimane, donc tu n'es plus l'anonyme là. je m'excuse, Slimane, hein, donc il vient d'expliquer, Dr. Haddadi. Donc, bienvenue à notre. Alors, pour la question de Oui. l'Allemagne, oui, hein, j'ai vu ou j'ai lu, honnêtement, je ne me rappelle pas un article qui parle de ça ou une vidéo que l'objectif, c'est d'affaiblir l'Allemagne. Euh, Moi, je pense que l'Allemagne s'est affaiblie elle-même parce que moi, je suis pas un politicien et là, ceux d'entre vous là qui sont là en ce moment également ne le sont pas. C'est quoi le rôle du politicien? C'est quoi qui le distingue de vous et moi? Un politicien, c'est forcément quelqu'un qui se projette dans le futur s'il est au service de son pays. Et quand on regarde les Allemands, il n'y a personne de mieux placé que eux autres pour comprendre qu'il ne fallait pas jouer avec Minsk, qu'il fallait Mhm. le faire respecter, Minsk. Moi, je demeure encore convaincu que si Minsk était respecté, on ne serait pas en guerre aujourd'hui. Et Mhm. l'Allemagne n'a rien fait pour respecter Minsk, bien plus la chancelière allemande. Moi, je trouve ça indigne, et un président qui dit que j'étais plus dans la manipulation, qui avoue que c'était pour donner du temps à l'Ukraine. Ça veut dire qu'elle n'y croyait pas à ce plan-là. Et donc, les États-Unis aujourd'hui, qu'on dit qu'ils veulent affaiblir l'Allemagne, ça se peut que ça a du bon sens, mais je pense que c'est plus l'Allemagne qui s'affaiblit elle-même parce que c'est quand même la même Allemagne qui a signé des contrats. Nord Stream 2, c'est le doublement de Nord Stream 1, c'est 55 milliards supplémentaires de gaz, pas juste le gaz à bon marché, très bon marché, donc économie concurrentielle. Et l'Allemagne s'est privée de tout ça. Ils se sont tirés dans les pieds, comme pas à peu près, comme on dit au Québec, en ne faisant pas respecter l'accord dans lequel ils étaient des parrains. Reste maintenant, bon, je n'ai pas la boule de cristal. Ça se peut aussi que les États-Unis, eux, c'est des visionnaires. Pour eux, l'Allemagne, c'est un concurrent. Donc, clairement, je suis en accord avec vous, avec la question que oui, mais je pense que c'est une pierre deux coups, hein. On affaiblit la Russie, on affaiblit l'Allemagne, on vend plus notre gaz. C'est un ensemble, mais premier responsable, moi, je mettrais quand même l'Allemagne plus que les États-Unis parce que c'est ça. Ils étaient quand même conscients à quel point ils étaient dépendants du gaz russe. Ils n'ont rien fait pour que cet accord aille de l'avant. Ça, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je suis en train de changer au fond de moi-même ma vision sur ce pays que j'ai visité plusieurs fois, mais je ne le connais pas. J'ai été plusieurs fois en Allemagne, mais je ne peux pas dire que je connais l'Allemagne parce que je l'ai visité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je peux dire que je connais l'Ukraine parce que j'y ai vécu. Mais je ne peux pas dire, même si j'étais 5 ou 6 fois en Allemagne, je ne peux pas dire que je connais l'Allemagne. Mais je ne conçois pas qu'ils se sont fait rouler dans la farine, hein. Ils ont roulé les Russes et les séparatistes dans la farine, mais finalement, c'est l'Allemagne qui s'est fait rouler dans la farine. Mhm. Je veux dire, une autre question qui est posée, c'est par rapport à la résistance de l'économie. C'est la suivante, c'est que une raison peut être de la résistance de l'économie et sa non-financiarisation. Ça, j'apprends un terme, hein, je sais pas si c'est financiarisation. Que pense Ben Haddadi, M. Ben Haddadi, par rapport à cette question? Moi, je pense que les sanctions actuelles, il faudrait avoir du recul globalement et se dire, tout à l'heure, Rachid, tu as spécifié dans ta question qu'on est au 9e train des sanctions. Quand Mhm, est-ce que les sanctions ont commencé? Les plus importants, 2014, quand mhm, la Crimée a été rattachée à la Russie. Donc, entre-temps, les Russes ont été quand même en mesure de s'ajuster. Donc, ils se sont ajustés au fur et à mesure. C'est juste l'ampleur des sanctions qui a peut-être augmenté, mais ils savaient désormais davantage à quoi s'en tenir. Mais les paramètres que je vous ai donnés sur les citoyens qui se sont comportés en bons citoyens en ne faisant pas sortir leur argent, la politique du gouvernement à mettre des taux d'intérêt élevés,
et l'aide des pays comme le BRICS pour les nouveaux débouchés aux exportations des hydrocarbures sont quand même des éléments de base au-delà du fait que l'économie russe parce qu'ils disent que l'économie russe n'est pas couplée au restant du monde, mais elle l'est. On le voit aujourd'hui avec certains produits que les Russes sont obligés d'acheter ailleurs que là où ils les achetaient avant. C'est pas parce qu'on ne veut pas leur vendre tel produit parce qu'ils le ramenaient d'Allemagne avant ou de France que pour autant, ben, ils vont l'acheter à Singapour. Ils vont peut-être payer un peu plus, mais ça, c'est conjoncturel. J'ai expliqué tout à l'heure que la nature a horreur du vide. Donc, tous ces petits vides-là, à un moment donné, ils vont s'équilibrer. Bon, voilà, je finis peut-être. J'espère qu'il y aura d'autres questions qui vont être posées aussi. Sinon, la dernière question, c'est par rapport aux accords de Minsk. Un responsable russe qui a participé à ces négociations a dit aussi que la Russie n'avait pas l'intention de respecter ces accords. Qu'en est-il réellement, Rachid? J'ai jamais rien vu de tel. J'aimerais savoir c'est qui le responsable russe et il est cité par qui. J'ai Ouais, pas dit que c'est pas vrai. J'ai dit, c'est la première fois que j'entends cette information. Je peux ouais. pas la commenter, ne sachant pas c'est qui ce responsable. C'est quoi la source de cette information? Parce que la vidéo d'Angela Merkel et de Hollande, elle existe. Mhm. C'est factuel. Le truc là sur le russe, moi je viens de l'apprendre, donc je suis pas en mesure de le commenter. Mais j'exclus rien, mais je demande à voir, tout Mhm. simplement. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, à moins que j'attends quelques minutes de plus avant de donner le mot de la fin à Rachid Ben Haddadi. Je tiens juste à rappeler que Rachid Ben Haddadi est actuellement professeur de génie électrique et chercheur associé à Montréal, hein, un chercheur associé au regroupement stratégique qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Il est aussi conseiller scientifique du Fonds de recherche de Québec, J'ai Nature et... fini mon mandat Rachid il y a quelques Ah, mois. avec Ça le... y est, mandat de 6 ans vient d'expirer, je suis heureux, Très bien. ça me Avec le demande un peu. FRQNT, c'est ça? Ouais, ouais, nature et technologie, ouais. Donc Donc, j'aurai l'occasion de lire un peu plus peut-être. il a publié un certain nombre de livres sur l'énergie, les moteurs électriques, mais aussi il est récipiendaire de plusieurs prix d'inspection, dont celui de l'ACFAS, mais aussi il a eu le prix de l'excellence des instituts au Collège de Québec. Il a été aussi chevalier de l'Ordre national de Québec. Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions. Donc Rachid, c'est juste probablement 1 heure, donc je C'est laisse. ça qui était prévu. C'est ce qui est prévu, 1 heure exactement. Donc, Rachid, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Ou sinon, ceux qui veulent intervenir encore une fois, verbalement, ils sont les bienvenus. Sinon, je te laisse le mot de la fin. Ben, Ah, attends, il y a Slimane peut-être qui veut poser la vas-y, Slimane, question. vas-y. Non, juste saluer tout le monde, saluer Rachid, c'est Très bien. l'occasion. Merci. Merci Merci. Slimane d'être. Ouais, J'espère que ça a été fructueux parce que ouais, la question Ah oui. que Rachid m'a pas posée, que moi je me pose à moi-même, c'est quoi ma motivation? Parce que ouais, c'est important pour moi de dire que ce qui m'a motivé derrière tout ça, ça a commencé à peu près une année en arrière quand un journal très connu et très respecté à Montréal a refusé de publier mon article où j'ai dit entre autres, voici les raisons historiques et sociologiques pour lesquelles la Crimée n'appartient pas à l'Ukraine, mais appartient à la Russie. Et ce journal n'a pas été publié. Et j'ai vu que ce n'était pas par hasard que c'est le mainstream, c'est la tendance générale, pas juste au Canada ou au Canada francophone, partout dans le monde. On veut étouffer toutes les voix qui ne sont pas en harmonie, qui sont quelque part discordantes avec le message global. Vous voyez un méchant russe, vaillant ukrainien, je le résume en une seule phrase, les deux sont des peuples vaillants, les deux je les aime, les deux je suis confortable avec les uns et les autres et je n'ai pas de parti pris. Un jour, un de mes amis m'a dit, tu devrais être 9 fois plus solidaire de l'Ukraine, parce que j'ai vécu 9 ans en Ukraine, une année en Russie. Je dis, ok, d'accord, je suis 9 fois, mais je suis solidaire du Donbass. C'est là où j'ai vécu. Et le Donbass, il a subi des atrocités depuis 2014.
Et ça, il n'y a pas de médias chez nous qui en parlent. Et quand on essaie de le mettre de l'avant, c'est pas diffusé à sa juste mesure. Donc, moi, je n'ai rien d'un conspirationniste. Au contraire, j'ai toujours pensé que les gens qui mettent de l'avant la théorie des complots, c'est des fainéants. Et je pense toujours que ceux qui sont adeptes de la théorie des complots, c'est des fainéants. Mais on est là pour produire des idées et les partager. C'est ce que je me suis attelé à faire avec toi, Rachid, et avec d'autres. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien rajouter une autre question, si ça ne te dérange pas, Ben Haddadi. On a abordé au début de la guerre. Maintenant, je ne sais pas si il fallait la réactualiser parce que j'écoutais personnellement le discours de Poutine. Il revient toujours cette histoire de comme quoi le gouvernement de Kiev central, il était injuste envers les peuples de Donbass, c'est des russophiles, ils ne leur laissent pas l'autonomie linguistique au moins pour qu'ils puissent étudier le russe ou travailler avec le russe. Est-ce que c'est une raison vraie ou pas, d'après votre expérience? Euh, je vais t'inviter, toi et ceux qui nous regardent, à aller regarder une vidéo que j'ai fait avec toi Ouais, quand tu m'as posé la ouais, question sur le rôle possible du Canada. Je vais te exactement. répondre à peu près la même chose, mais en utilisant d'autres mots, parce qu'une année plus tard, c'est sûr qu'on ne peut pas garder les mêmes mots. Je t'ai dit, le Canada aurait pu faire partie de la solution. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est quoi finalement Minsk? C'est donner un peu plus de pouvoir aux régions, c'est-à-dire décentraliser, c'est-à-dire avoir un système qui est quand même assez proche du système dans lequel nous vivons depuis de nombreuses années. Avec Donbass pour l'Ukraine, ce qui est le Québec au Canada, c'est ça? Mais oui, tout à Ouais. fait. Et j'ai ajouté alors que le président S'il actuel. vous plaît, Hayat, est-ce que vous pouvez mettre en mute? Sinon, je vais vous mettre moi-même. OK, c'est bon. Continue, Rachid. Donc, sinon, je disais, ben, j'ai perdu mon fil conducteur, mais comme je suis électricien, j'espère qu'il va revenir rapidement. Enfin, Oui, oui. donc je disais, le Canada aurait pu faire partie de la solution en s'inspirant du modèle canadien. Et donc, mon fil conducteur, je l'ai retrouvé. J'allais parler du président actuel Ouais. de l'Ukraine. Quand il a été élu, si réellement c'était un président, comme on dit dans notre langue millénaire, erguez, s'il était erguez, il a été élu essentiellement par l'Ouest. Mais s'il voulait le bien de son pays, c'était pour lui l'occasion de raffermir l'Ouest avec l'Est. L'Est, il est plus russophone, russophile, et l'Ouest, il est plus occidental. Mais lui, au contraire, il a encore davantage exacerbé les tensions entre l'Est et l'Ouest. Et là, aujourd'hui, il y a des volets qui sont davantage connus. Lui, c'est clair, sa hantise, c'était de perdre sa base. Et sa base, c'est l'Ouest. Donc, il a exacerbé davantage les tensions avec l'Est en promulguant même une loi où, du jour au lendemain, l'Ukraine devenait langue première obligatoire. Donc, pour les Russes et les russophones, c'était inacceptable. C'est comme si on disait aux Québécois, ben, vous êtes obligés d'utiliser l'anglais de façon obligatoire. On peut faire cette analogie-là, même si toute analogie est toujours. Et, et beaucoup de pays en souffrent, hein, notamment en Algérie. C'est Mais oui, partout. On trouve la, la, ce problème la, dé- partout. la décentralisation, ça aurait pu raffermir le pays. Et pour finir ma réponse à ta question, je t'ai identifié deux responsables de cette guerre et j'ai mis en première position le président actuel de Très bien. l'Ukraine et j'ai mis en deuxième le président actuel de la Russie. Alors celui qu'on traite en héros chez nous et partout en Occident, il n'a rien d'un héros, il est la raison de ce problème-là de guerre actuelle. Mhm. Très bien. Vraiment, on est dans les limites, 1 heure tapante. Donc, merci beaucoup, docteur Ben Haddadi. Et, on espère que vous avez bien passé un bon moment. Donc, merci, docteur Ben Haddadi. Merci pour tout le monde qui. Ben, merci à tous, j'espère que ça a été utile. La sécrétion de mon adrénaline vient du fait que je pense que le monde a besoin aussi de cette argumentation-là qui ne soit pas juste dans une seule direction. Hmm.
Certainement, on revient, docteur Ben Haddadi, quand les choses vont encore, il y aura plus de développement par rapport à cette guerre Russie-Ukraine. ماذا كنوي كنت دقيقة منا ودينا قيمة ذي ثلويث